Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit tour dans ce qui a été Megemba au cours des 15 dernières années, avec une interaction entre ce que nous, dans le monde du numérique, on peut faire pour faire du Lean et ce que le Lean nous a apporté en tant que praticien du... Hein? C'est les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct. Voilà, donc nos parkings, brièvement, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on est éditeur de logiciels. Donc si vous allez sur noparking.net, vous verrez juste un blog où on parle un petit peu de comment on travaille, mais plus particulièrement, on est éditeur d'un logiciel de gestion du temps et de suivi d'activité, donc qui s'appelle OpenTime. Petite particularité, OpenTime, on l'utilise en interne pour travailler. C'est mieux en grand écran. Super. Donc on utilise OpenTime au quotidien chez nous. Et donc on verra comment est-ce qu'on a mis du Lean dans OpenTime et comment est-ce qu'on utilise le Lean pour faire du OpenTime. Alors, petite parenthèse historique. Donc on est basé à Lille. Donc si vous avez vu, vous verrez qu'il y a un petit peu de briques dans nos bureaux, ou il y avait de la brique dans nos bureaux. Mais surtout, on a commencé à faire du Lean, nous, en 2006. Et j'ai la particularité d'avoir commencé à faire du Lean avec un bouquin et des trucs sur des murs. Donc on est en 2006. Donc on n'est même pas à l'époque des post-it. Ça me fait... Voilà. Donc ça, c'était mes bureaux à l'époque. C'est complètement dingue de revoir ça dans les archives chez nous. On n'aimait pas trop les post-it à l'époque. Je crois que c'est pas resté, mais voilà. Avec on n'appelait même pas encore ça du management visuel. Moi, j'appelais ça des radiateurs d'information. Et donc, on avait des tâches et des colonnes sur les murs pour que les uns et les autres s'y retrouvent. Et surtout, en fait, on a pris le Lean par un truc qu'on s'est autorisé à faire, puisque c'était marqué dans les livres. C'était qu'on pouvait arrêter de faire des sprints, donc des blocs de 15 jours où on travaille pour un groupe de features et puis on les livre et on passe au bloc suivant. Mais on avait le droit de faire des features au fil de l'eau et de les passer en prod au fil de l'eau. Et on appelait ça le Lean. C'était plus de l'agile, c'était plus Scrum, c'était plus Extreme Programming. Et donc, on a pris la casquette. Voilà. Maintenant, nous, on fait du Lean. Voilà. Donc ça, c'était le livre qui m'a permis de faire cette bascule mentale. Donc, dès 2006. Et puis, c'est tout. Alors ça, c'est... D'autres n'ont parlé, je pense à Jonathan qui en a parlé tout à l'heure, lui était accompagné par un sensei, moi j'ai été accompagné par un livre, et une fois que j'ai arrêté de faire les sprints, je faisais du Lean, et c'était tout. Et donc on va faire un long pas dans le futur, puisque c'est la seule pratique qui va nous rester du Lean pendant pas loin de 10 ans, ça sera donc les papiers blancs qu'on voyait sur les murs, les cartes voilà, qui se sont transformées en post-it. Et puis, au fur et à mesure de nos petites expérimentations, on est arrivé à une notion de lead time indirect sur ce qu'était devenu nos Kanban, donc qui sont les tâches qu'on déplace physiquement sur un mur au fur et à mesure des jours, en mettant un petit bâton à chaque fois qu'un Kanban était en cours lors du stand-up. Et donc, la règle est devenue très vite: un Kanban doit être faisable en moins d'une journée. Sous-entendu, si je mets 2 bâtons sur un Kanban, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut aller creuser quelque chose. Donc, ça a été vraiment notre deuxième démarche, presque après 8 ans d'exploration. Les post-it, on a mis un petit bâton pour suivre une notion qui est pourtant fondamentale dans le Lean, qui est celle du lead time. Voilà, donc on a ce lead time indirect, puisqu'on est capable de révéler le problème visuellement, rapidement. Et puis quand même, en discutant avec d'autres gens qui faisaient du Lean, on est quand même passé un petit peu par la case Sensei. Donc il y a un Sensei qui est venu chez noparking, et puis on a commencé avec du 5S. Et avant qu'il arrive, j'ai regardé un peu ce que ça voulait dire faire du 5S, et on a fait du 5S dans nos bureaux. Voilà, on a commencé par juste vider un nombre de trucs considérables qu'on avait stockés chez nous.
On a fait 2 séances comme ça en moins de 2 semaines. Ça a été juste incroyable d'imaginer tout qu'on avait chez nous. Mais cet outil 5S, on l'a quand même vraiment utilisé aussi dans notre production numérique, en commençant par exemple, donc ça c'est des captures écran de notre code source, donc vraiment ce qu'on produit au quotidien, ce qu'on écrit tous les jours pour notre logiciel, en séparant par exemple nos bibliothèques sur lesquelles on est vraiment lead et celles qu'on importe dans notre application de l'extérieur, pour pouvoir séparer les responsabilités et pouvoir identifier plus rapidement où est-ce qu'on peut avoir un impact quand il y a un problème qui émerge, par exemple en JavaScript. On a aussi commencé à utiliser des pratiques effectives, par exemple en mettant les derniers trucs qu'on fait en haut de nos fichiers et pas en bas, pour pareil les voir rapidement de ce qui a été fait récemment. Donc ça, c'est des fichiers de test. Et puis, par exemple, au lieu de juste classer dans n'importe quel ordre, parce que finalement l'ordre il a peu de sens en informatique, ben, certains endroits on va le mettre par ordre alphabétique, juste pour pouvoir le retrouver plus facilement quand on doit modifier voilà, une liste. Le fait qu'elle soit classée dans le code par l'informatique, ça peut avoir un intérêt. Et puis voilà, donc on a fait un certain nombre de choses. Et puis l'histoire avec un grand H est apparue. En 2020, ça s'est appelé Covid. Et donc là, ça a mis tout ce qu'on faisait sur les murs par terre, puisqu'il n'y avait plus personne au bureau. Et donc notre outil de gestion de Kanban numérique qui était dans OpenTime et qui avait surtout sa matérialisation avec le lead time sur les murs, et ben cette matérialisation saute. Il ne reste que l'outil de pilotage des Kanban dans la partie numérique. Et sans que personne ne s'en rende compte, sans que personne ne s'en rende compte, la notion de lead time a disparu, puisqu'elle n'est plus matérialisée physiquement sur les murs. Donc j'ai plus le petit bâton qui me montre ce qui est au-dessus et combien de temps ça prend, puisqu'on classe les Kanban par date de livraison. On s'est engagé avec un client à lui livrer une fonctionnalité ce jour-là, donc on va afficher en haut les prochaines tâches qui arrivent. Mais cette notion-là, elle fait perdre quelque chose de radical, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais s'il faut vraiment commencer la veille le matin ou 5 minutes avant. Donc, ça veut dire aussi que le développeur, il peut prendre n'importe lequel du moment qu'il a son objectif. Donc, voilà, il peut prendre dans l'ordre qu'il veut. Et donc, on peut très bien arriver avec un cas qui nous est tombé dessus où le ticket qui est finalement que j'ai mis à la fin de ma liste que je dois faire pour demain, en fait, il est plus compliqué, je ne sais pas le faire, et c'est trop tard, on va rater l'échéance. Alors que ça fait 15 jours qu'on sait qu'il faudra le faire. Et donc, en fait, c'est un échange avec un Seisei qui passe, et qui nous fait redécouvrir ce qu'on avait perdu, cette notion de lead time. Donc, comment fait un développeur pour savoir sur quoi il doit travailler ensuite ? Et donc maintenant, on a complètement revu notre gestion des trucs à faire, où on affiche pour le développeur que les éléments qu'il doit faire à partir de telle date. Ça veut dire que là, typiquement, donc ça veut dire que j'en vois beaucoup moins, parce que ceux que je dois commencer demain ou après-demain, ben, je n'ai pas besoin de les voir, moi en tant que développeur. Je prends juste lui qui est en haut de cette piste-là. Voilà, et donc, d'un coup, de cette petite baguette ligne où on va afficher le lead time parce qu'il y a une date de début, on obtient un cadre contraint qui va nous ramener donc le lead time forcément, mais qui va aussi nous ramener dans l'univers numérique, donc en dehors du format papier sur les murs où il y avait tout ça, des notions qui reviennent, donc l'Ajuka, parce qu'il faut pouvoir lisser, parce que si je sais ce que j'ai fait aujourd'hui, ben, je dois vraiment prévoir ce que je commence demain et après-demain et le jour d'après, et des notions de pool qui arrivent très rapidement derrière. Puisque donc maintenant, voilà, comme Jonathan avait son plan de production donc à la journée, donc nous les tâches elles font voilà, entre 5 minutes et une journée, donc on a un plan de production à la journée.
Et donc, je peux voir les Kanban qui sont en retard, donc les personnes qui sont en retard par rapport à ces Kanban-là. Je peux voir anticiper les trous qu'il va y avoir dans les semaines qui arrivent. Et donc, je redécouvre que des collaborateurs sont disponibles à telle date par anticipation. Et donc, je peux préparer ce que j'aurais besoin de leur fournir. Et puis, parce que en fait, on se rend compte que les sensei, ils ramènent des questions souvent qui sont très déstabilisantes. J'avais eu droit à une autre question, apparemment, qui est comment est matérialisée cette chaîne d'aide? Donc, une fois que j'ai un développeur qui a un problème, donc que j'ai identifié sur ma liste des Kanban, où est la chaîne d'aide? Et donc donc la chaîne d'aide, quand on est en physique, simple, hein, je lève la main, je vais voir, je me déplace, tiens, tu as 2 bâtons, qu'est-ce que tu as retard, etc. Ou l'inverse, je suis perdu. Voilà. Quand tout le monde est dispatché chez lui, dans son bureau, donc nous, on a mis en place directement sur l'outil qui nous gère les Kanban, donc qui gère les demandes de fonctionnalités, demandes d'évolution, demandes de résolution de bugs, 2 boutons complémentaires, dont un qui s'appelle, s'il y a un problème, qui déclenche l'ordre. Donc, physiquement, quand quelqu'un travaille sur une tâche, il déclare « je commence à travailler dessus », il peut au même endroit déclencher l'endon. Qu'est-ce que ça veut dire que cet endon-là? Ça veut dire, qu'il a un problème, et surtout, ça implique 2 choses. Ça veut dire que tout le monde est alerté, donc il y a un email qui est envoyé, il y a un chat, il y a un message sur le chat qui est envoyé, et ça mouille le manager, puisque c'est son manager, son team leader, qui est affecté à la tâche. Donc ça veut dire que sur la grille, enfin sur le plan de production du manager, il y a cette tâche-là qui a un nom, hop, qui remonte tout en haut de la pile. Charge à lui de la résoudre. Et donc la chaîne, elle est matérialisée physiquement, et donc s'il ne résout pas le problème au bout de X temps, je vais passer derrière en disant, tiens, pourquoi est-ce que, non pas il a un problème, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas aidé? Voilà, donc ça c'est un exemple, ça c'est notre chat interne qu'on a mis en place en plein Covid, dans lequel on voit l'endon qui se déclenche périodiquement, donc à la fois quand il est éteint et à la fois quand il est allumé. La particularité aussi, c'est qu'une fois qu'on a cette notion d'endon, c'est un cheminement qu'on a fait dans notre outil au fur et à mesure, une fois que le salarié peut la déclencher, mais il y a des choses qu'on peut automatiser. On adore, en informaticien, on adore automatiser, et donc l'outil lui-même peut déclencher l'endon. Typiquement, on a un standard qui est qu'un développeur junior doit demander que son code soit relu avant qu'il soit mis en production. Pour nous, c'est une phase importante parce qu'on va regarder ce qu'il a produit, on va pouvoir corriger un certain nombre de choses, à la fois sur comment est-ce qu'il écrit et aussi sur est-ce que ce qu'il a fait correspond à vraiment ce qui est demandé. Et donc, on a un standard qui est que quand le junior indique qu'il est prêt à être, que ce qu'il a fait, c'est prêt à être vérifié en interne, au bout de 30 minutes, l'endon se déclenche automatiquement si son responsable n'est pas allé le voir. Donc, si une tâche ne bouge pas de ce statut-là pendant 30 minutes, pouf, l'endon se déclenche. Idem au bout d'une heure, si la tâche serait dans un stade à mettre en prod, en production. Idem si un salarié a plus que 4 tickets en retard. Idem si d'ici demain, je sais qu'il y en a 6, parce que je sais qu'il n'y arrivera pas. Donc je peux déclencher l'endon automatiquement à partir du plan de charge tel qu'il est prévu dans le futur, ou alors quand il s'est mis sous l'eau et qu'il n'a pas déclenché l'endon tout seul. L'endon le fait pour lui, en automatique. Voilà, et donc on n'a pas eu besoin de Sensei parce qu'on savait que le bac rouge c'était important. Pour pareil le rajouter dans notre outil de tâches à faire. En fait, à chaque fois, donc, le bac rouge, c'est l'endroit où on va mettre les pièces qui ont un défaut. Donc il y a celles que nous on met manuellement, ça peut arriver, mais en fait nous on l'utilise surtout quand le serveur qui est en fait notre outil de production qui échange avec les clients, lui déclenche une erreur.
parce qu'il y a un problème de configuration, parce qu'il y a un cas qui n'a pas été pris en compte, parce que ça a pris trop de temps, parce que donc toutes ces notices, ces warnings, ces failures. Donc les notices et les warnings, le client ne les voit pas, mais nous on les voit. Les warnings, enfin les fatales, le client il voit qu'il se passe quelque chose de bizarre. Donc nous on est capable de les récupérer, de les mettre dans le bac rouge et de, a posteriori, les analyser. Voilà. Et donc, ce bac rouge est devenu notre mine pour aller puiser des idées de formation, ce qu'on a appelé notre game back code. Puisque donc maintenant, toutes les semaines, et ça fait, voilà, on a initié ça pendant le Covid, et on continue, je vais prendre un temps dédié avec un développeur. On va piocher dans cette liste de bac rouge un truc, un problème qui a émergé, et on prendra le temps de le corriger. Ça me permet déjà de vérifier que chacun maîtrise bien la différence entre la prod et sa machine locale, et dans toutes les conditions qui s'y ramènent. Ça me permet de découvrir avec lui les points à améliorer dans sa formation personnelle sur ce que sait faire l'ensemble de l'équipe, parce que peut-être que le problème peut être corrigé en 30 secondes par un tel, mais il faudra 3 heures pour l'autre. Donc il y a des formations avec telle ou telle personne qu'il faut creuser. Et surtout, ça nous a permis de découvrir qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas faire, en fait. Et comme les clients sont impactés, à nous de les apprendre. Donc une fois qu'on a fait cette exploration du code et qu'on est arrivé à une solution, la fin du Game Bank Code, c'est l'écriture non pas d'un A3, parce qu'on a découvert chez nous que c'était trop long pour les devs et que ça s'étalait trop dans le temps, on n'avait pas la rigueur pour le faire régulièrement, mais on fait un A4. Voilà. C'est plus petit, il y a moins de questions, juste le problème, quelle est la solution, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'il faut que tout le monde sache. Et donc tous ces A4-là, chaque semaine, ils sont accrochés sur un mur. Et comme on fait du télétravail à la carte, en gros, chacun en télétravail quand il veut, et ben, quand il passera au bureau, il peut regarder ce qui a été fait, écrit par les uns et par les autres. Et puis, donc, là, on voit qu'on a remis des choses sur le mur voilà, pour le Covid, mais vraiment en mode asynchrone. Donc, ces murs-là sont vraiment faits pour être lus par les uns et par les autres quand ils passent au bureau, s'ils passent au bureau. Avec aussi des apprentissages qu'on a fait toujours en termes de comment est-ce qu'on fait évoluer nos outils au fur et à mesure pendant le Covid. Un des choses majeures que moi j'ai appris dans Lean, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre son casque dur et se taper la répétition de toutes les semaines, de tous les mois, de la périodicité, et que ça se travaille vraiment sur le long terme. Lean, c'est pas un coup de baguette magique. Lean, c'est enfin, faire du lean, c'est accepter de repartir sur le terrain, repartir là où il y a des problèmes, de manière régulière, de manière répétée. Et donc, dans notre application, on a rajouté un petit bouton qui s'appelle répétition. On peut choisir plus un jour, plus une semaine, plus un mois, plus un an. Quand on a fait une correction, et ben, le Kanban, il se recrée automatiquement pour aller refaire la même passe à un autre endroit jusqu'au jour où on a fait tous les endroits où il y avait le problème qu'on a vu initialement. Donc typiquement, le bac rouge, je détecte qu'il y a un problème, je corrige localement et je vais mettre en place une répétition pour que sur les 6 semaines ou les 8 semaines ou les 2 mois qui arrivent après, chaque endroit où il y avait potentiellement le même problème, on l'a bien repassé et on a bien corrigé et on continue. Là où avant, on se serait bloqué 2 jours, et personne ne peut se bloquer 2 jours et mettre la prod en arrêt pour corriger l'ensemble des endroits où il y avait le problème. Donc bien sûr, on a créé plein de moods en faisant tout ça, puisque tous les post-it qui étaient mis sur les murs, ben voilà, maintenant ils sont stockés dans un beau tiroir et on s'en sert quasiment plus. Donc on a pareil plein de couleurs qu'on a utilisées pendant tout un temps, mais que maintenant on a mis un peu derrière nous. Alors il reste encore un endroit où il y a beaucoup de papier chez nous, qui est la question de Béillard. Puisque on va retrouver dans les bureaux encore pas mal de choses sur les murs, mais qui
mais la périodicité pour aller voir n'est plus du tout la journée. Donc là où on avait des murs d'information qui étaient vraiment les Kanban au jour le jour et on faisait le stand-up en présentiel, il ne reste, tout ça, ça a disparu, on les a enlevés, il ne reste chez nous que des endroits d'information sur lesquels le rythme est beaucoup plus lent. Typiquement le mur des clients, donc avec ce qui remonte des appels téléphoniques qu'on a périodiquement avec nos clients. Donc là, on voit directement qu'il y a des post-it, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont très clairs, ceux qui sont en haut. On a les évolutions de nos nouveaux produits, les points techniques que je fais plus ou moins régulièrement, nos données plutôt financières, qui est là en fait mon OBIA vraiment personnel, sur lequel on voit en particulier la cadence qu'on essaye de tenir par semaine. On voit des croix rouges et des cases vertes pour bien montrer l'importance que je mets dans ma pratique d'aller faire la même chose une fois, deux fois, toutes les semaines, régulièrement. Mais la boîte à Kaizen, puisqu'on parlait tout à l'heure, le flux de Kaizen qui avait disparu voilà, pendant le Covid, en fait, pour nous, la boîte à Kaizen, elle est très matériellement visible dans nos outils, puisqu'on va pouvoir suivre l'ensemble des... Enfin, on a des vues qui sont matière à créer des Kaizen. Donc en particulier, là, je vous ai présenté une vue où on voit les Kanban qui ont été finis et le lead time de chacun des Kanban. Et en fait, on voit là qu'il y en a par exemple un qui est à 55 jours, pas loin. Voilà, typiquement, pourquoi est-ce que lui est à 55 jours? Donc on pourrait prendre le temps d'aller creuser celui-là. A posteriori, pourquoi est-ce que un tel a émergé? De la même manière, on voit en dessous, dans la boîte à Kaizen, on va retrouver donc l'ensemble des tickets qui sont passés par le bac rouge, qui sont passés par l'ordon. Est-ce qu'il y a des notions de débit, ceux qui sont en retard, enfin voilà. Donc on a vraiment matérialisé sur les Kanban qui ont évolué côté numérique pendant toute notre Covid, pour être la source de notre boîte à confrontation, notre boîte à questions, notre boîte à problèmes, et donc notre boîte à Kaizen.